Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler très vite sur la construction du champ magnétique. Et pourquoi on est nous intéressés par ça? Parce qu'on construit le champ magnétique à la surface de la Terre pour comprendre tout ce qui se passe à la limite noyau-manteau, ça veut dire à 3000 km de profondeur sous nos pieds. Donc pour le faire, j'ai préparé un petit sommaire de ma présentation et je commencerai avec quelques notions de l'histoire et quelques notions introductives. Pour le faire, évidemment, quand on parle de magnétisme, on parle de quoi? On parle de la boussole. Vous connaissez que la boussole, on l'a dans notre poche pour nous indiquer une direction. Et la boussole, c'est quelque chose qui a été imaginé par les Chinois. C'était il y a quelques siècles avant Jésus-Christ. C'était cette façon d'indiquer surtout le sud et des fois, pas seulement pour indiquer la vraie direction de la navigation, mais surtout pour indiquer un petit peu votre chemin dans la vie. C'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous indiquer un petit peu la vraie direction à la surface de la Terre. Alors, quelques moments clés dans l'histoire du géomagnétisme, et ça, je pense que c'est vraiment le premier. C'est un livre qui a été publié en 1269 par Petrus Peregrinus, en français. Et c'est pour la première fois que nous avons une vraie description scientifique de la boussole. Une boussole d'abord qui peut flotter, mais aussi l'idée d'une boussole qui est un compas sur un pivot. Après, je saute quelques siècles et j'arrive à 1600. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il a toujours, même dans la science, un petit peu cette dichotomie entre un côté et l'autre de la Manche. Donc d'abord, je suis très polie, je vous parle des Anglais. Donc 1600, Gilbert, médecin de la reine, il publie des magnétés. C'est un livre magnifique où il essaie de faire des expériences, de les mettre en valeur et d'écrire comment le champ magnétique est produit, mais surtout de trouver une explication. Mais ça se passe aussi de notre côté, en France, et j'ai été ravie d'avoir ce livre dans mes mains, un livre publié en 1601 avec les privilèges du roi. C'est un livre qui a été écrit par Guillaume de Notoignier, un grand cartographe de l'époque. Et ce qui est très intéressant, et je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est que sur cette carte, donc publiée en 1601, il réalise qu'il y a une différence entre les pôles géographiques et les pôles magnétiques. Vous allez voir ici et là que c'est écrit Polus Magnetus. Et on peut voir aussi une courbe qui indique l'équateur magnétique qui est complètement différente de l'équateur géographique. Pourquoi? C'est super intéressant parce qu'on a cette notion de champ magnétique qu'on peut l'utiliser pour la navigation. Donc on peut se poser la question pourquoi plus de 750 ans après la publication de Petrus Peregrinus, on est toujours intéressé par le champ magnétique, avec des questions où, quand, comment on mesure le champ magnétique. Évidemment, on peut dire, allons dans l'espace, regardons les aurores boréales, c'est magnifique. Pourquoi ne pas faire des expéditions dans le Grand Nord et profiter? Mais ce n'est pas seulement pour ça. En fait, étudier le champ magnétique, c'est très important pour comprendre les relations entre le Soleil et la Terre, mais aussi pour comprendre l'intérieur de la Terre. Et c'est justement ça que j'aimerais bien partager avec vous. Il y a d'autres idées de champ magnétique. On peut l'utiliser aussi pour comprendre le monde qui est à côté de notre monde, qu'on voit ici, l'idée que les pigeons, par exemple, vont utiliser le champ magnétique pour trouver leur chemin, mais aussi les tortues ou les baleines, toujours dans cette idée de comprendre comment ce monde animal est très sensible au champ magnétique terrestre. Mais ce n'est pas ma spécialité. Moi, je vous amène ici dans les variations du champ magnétique terrestre. Et qu'est-ce que vous avez ici? Sur 24 heures, la variation du champ magnétique pour 3 composantes, parce qu'il ne faut pas oublier que le champ magnétique, c'est un vecteur, donc composante horizontale, verticale et le champ total. Donc sur 24 heures, et qu'est-ce qu'on voit? Donc une variation très lente et d'un coup, une très forte variation. On parle des orages magnétiques.
rien à voir avec les orages qu'on a eu peut-être aujourd'hui ici, mais en tout cas on l'a eu hier soir à Toulouse où j'étais. Les orages magnétiques qui sont des phénomènes qui sont très 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 importants à suivre, à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des influences de ces phénomènes sur pas mal de choses dans notre vie de jour en jour. C'est sur la navigation, sur la radio, sur le transport d'électricité, mais aussi sur les opérations satellitaires. Évidemment, aujourd'hui, nous tous, on a besoin d'un satellite parce que nous tous, on a notre smartphone qui a besoin de ces informations. Alors, évidemment, on est sur des journées de la construction. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire ? On a besoin des briques, on a besoin des outils. Pour nous, les briques sont les données et les outils, ce sont des équations. Alors, les données, tout d'abord, le champ magnétique, donc c'est un vecteur. On mesure la déclinaison qui est l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique depuis quelques 5 siècles. Après, on mesure l'inclinaison, l'intensité, et puis on a des endroits magnifiques, comme les 3 que j'ai indiqués ici, où j'ai travaillé, en Roumanie, en Allemagne et en France, où on mesure en continu le champ magnétique avec vraiment des fréquences très élevées, avec des mesures à la seconde. Mais nous avons un problème. Ces observatoires ne sont pas très bien distribués à la surface de la Terre. On voit clairement une dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, avec des observatoires qui sont situés plutôt sur les continents, et puis surtout dans l'hémisphère nord. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une bonne distribution? On a besoin des satellites. Et les satellites sont là. Pour mesurer le champ magnétique, c'est assez compliqué. Je ne vais pas venir dans les détails, mais vous voyez, partout, on a besoin d'un bras parce que les instruments doivent être très, très loin du corps de satellite pour mesurer vraiment le champ magnétique de la Terre et pas du tout le champ magnétique de la Terre, plus un champ magnétique créé par le satellite lui-même. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 satellites qui sont en orbite dans une petite constellation qui mesure le champ magnétique terrestre. Alors, regardons ensemble à quoi ça ressemble. Ici, sur des variations sur 10 ans, ici sur 10 jours. Des variations qui sont de l'ordre de 500 nanotesla, 10 fois plus petites sur la journalière. Et grâce à ces mesures, on peut avoir une idée de ce qui se passe sous nos pieds à 3000 km de profondeur. Donc, qui nous montre le Soleil, les planètes, la Terre. On voit le champ magnétique de la Terre qui est vraiment prolongé dans une direction opposée. Et après, si on regarde à l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'on voit? Que cette structure dipolaire, qui est une structure fine, elle est beaucoup, beaucoup plus compliquée à la limite noyau-manteau où on voit que cette structure est différente. Et puis, il y a une autre source de champ magnétique terrestre qui est celle qui provient des roches qui sont dans la croûte terrestre, qui sont des roches aimantées. Donc, pour décrire tout ça, je ne vais pas revenir sur l'image. On utilise des fonctions qui vont décrire un champ potentiel sur une sphère. Ce sont des fonctions sphériques. L'intérêt de ces fonctions, c'est qu'on peut faire une différence entre la mesure qui représente des contributions à l'intérieur de la Terre et des mesures qui représentent des contributions à l'extérieur de la Terre. Et important pour nous, c'est le fait qu'on peut décrire la partie la plus importante du champ magnétique, car à peu près 90% du champ magnétique qui nous protège de tout ce vent solaire qu'on a vu qui déforme le champ magnétique terrestre. Donc toute cette partie-là, 90%, est produite à l'intérieur de la Terre par un dipôle axial qui, on le voit ici, orienté à peu près dans la même direction que la rotation de la Terre. Alors, c'est important parce que c'est cette façon de décrire le champ magnétique qui nous permet de faire la différence entre le champ magnétique qui est produit dans le noyau terrestre, qu'on veut bien décrire, et les autres contributions du champ. Et on peut évidemment voir ici qu'avec toutes ces mesures satellitaires, on a un comportement qui est complètement différent, avec une variation très claire, décroissante pour les premières termes de notre décomposition, et puis quelque chose de plus stable. Et en fait, on parle du champ du noyau, et puis du champ lithosphérique, avec des séparations sur des longueurs
d'onde de l'ordre de 2000-2500 km. Mais à quoi ça ressemble? Regardons ici une image, c'est le champ total et il est représenté à la surface de la Terre. On voit quelque chose qui nous interpelle, c'est cette partie-là qui est connue comme l'anomalie d'Atlantique du Sud, où le champ magnétique lui-même est environ moitié de sa valeur nominale, qui est la valeur qu'on enregistre dans les hautes latitudes. Et on peut voir comment ça bouge. Donc aujourd'hui, nous parlons d'anomalie d'Atlantique du Sud. La fin de l'animation qui est 2115, cette anomalie d'Atlantique du Sud devient une anomalie qui est plutôt située à l'ouest d'Amérique du Sud, avec des valeurs toujours assez basses de champ magnétique total. Donc, je vais continuer avec cette image maintenant des composantes du champ magnétique. D'un côté, la composante nord-est est verticale et de l'autre côté, la variation séculaire. On appelle variation séculaire toutes ces variations dans le temps du champ magnétique terrestre. Et ici, je présente une image sur le champ d'origine lithosphérique ou crustal, où on voit qu'on arrive aujourd'hui à avoir une idée de ces variations sur la trentaine de kilomètres. Donc, c'est aussi très important. Donc, je vais continuer très vite avec le champ magnétique à la limite noyau-manteau. Pourquoi? Parce que c'est là où la partie la plus importante du champ est créée et c'est là qu'on a besoin de plus d'informations. Pour le faire, évidemment, on a besoin de plusieurs informations, de plusieurs hypothèses. Et première hypothèse, c'est que le manteau est en isolant. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de construire ce champ qui est à la surface de la Terre à 3 km de profondeur. Donc là-bas, on ne peut pas aller. Donc il faut vraiment utiliser des méthodes mathématiques pour le faire. Et regardez un petit peu. D'un côté, ici, vous avez la composante verticale du champ magnétique à la surface de la Terre. C'est une structure dipolaire, simple, très très simple. Et on va regarder comme ça, avec notre zoom, à la limite noyau-manteau, et l'image est complètement différente. On voit que l'équateur magnétique, qui a une petite inflexion ici, devient vraiment chaotique. On le voit ici, très bien. Et après, on voit aussi des changements de polarité entre un hémisphère et l'autre. Et c'est exactement la même chose pour la variation séculaire de cette composante-là, avec des variations très, très, très importantes dans un hémisphère atlantique et puis moins importantes ailleurs. Alors, nous sommes très intéressés de comprendre comment le fluide bouge et surtout avoir des idées de la vitesse. Mais pour arriver à la vitesse, il faut encore une fois faire des hypothèses. On suppose qu'il n'y a pas une dissipation du champ magnétique. On va utiliser l'équation d'induction. Je vous avais montré qu'on peut avoir une idée de la variation séculaire, donc la première dérivée du champ. On connaît bien le champ magnétique et on peut calculer la vitesse. Et regardons ici à quoi ça ressemble la vitesse. C'est cette carte-là. Et sur cette animation qui bouge toute seule, on voit quoi? Sur le fond, la variation séculaire. Ici, c'est la limite noyau-manteau. On voit le flou de mouvement de l'est vers l'ouest avec une accélération à des époques différentes et puis aussi avec des comportements qui sont différents en fonction de où on se situe à la surface de la Terre. Ce qui est important peut-être de retenir, c'est que la vitesse moyenne du fluide du noyau, c'est de l'ordre de 30 km par an, pas par heure. Donc voilà une petite différence si on compare avec les limites de vitesse sur Paris. Donc 30 km par an. Et avec ça, j'arrive à mes conclusions. Et les conclusions sont très simples. C'est que j'ai commencé par vous montrer Graceful. Graceful, c'est un projet européen. Et je suis ravie que nous avons eu ce grant de la Commission européenne qui nous permet
d'aller vers le noyau avec d'autres méthodes, pas seulement avec les informations que nous avons grâce au champ magnétique, mais aussi avec des informations qu'on peut obtenir de l'autre mesure satellitaire comme la mesure de gravité ou rotation de la Terre. Et c'est un grant que nous l'avons obtenu avec Véronique Dehaene de Belgique, avec Annie Cazenave de l'EGOS de Toulouse. Évidemment, je pourrais vous parler encore et encore de champ magnétique parce qu'il y a énormément de choses qui nous intriguent et qui nous attirent aujourd'hui, parce que le champ magnétique, évidemment, nous attire. C'est par exemple la décroissance de dipôles. Depuis le milieu du 19e siècle, on a des mesures qui nous permettent de calculer le dipôle magnétique. On voit cette décroissance dans le temps qui continue et on essaie de comprendre pourquoi, comment. On peut vous parler des changements des positions de pôle nord magnétique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un comportement complètement différent entre le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique. Le pôle nord magnétique a des accélérations et il bouge beaucoup plus vite, de l'ordre de 50-70 km par an. Le pôle sud magnétique, il reste presque dans la même position avec des vitesses de l'ordre de quelques kilomètres par an seulement. Donc aujourd'hui, le pôle nord magnétique a quitté le territoire canadien pour aller en Sibérie. Ça bouge de l'autre côté, on ne peut rien faire, on ne peut pas le changer. Je pourrais aussi vous parler d'autres choses qu'on a étudiées, c'est surtout comment le champ magnétique varie dans le temps. Et ici, grâce aux mesures satellitaires, on a une image des changements dans le champ magnétique sur 30 ans. Et c'est très important de voir que ces changements sont de l'ordre de 10% ou voire plus de la valeur du champ. Donc, pour une caractéristique planétaire, c'est énorme de voir des changements qui sont de l'ordre de 10% de sa valeur dans seulement 30 ans. Et puis, évidemment, l'anomalie d'Atlantique du Sud, je vous avais parlé un petit peu, c'est quelque chose qui nous interpelle, qu'on continue à regarder par son intérêt énorme, tant de point de vue scientifique, mais aussi de point de vue sociétal et opérationnel. Et pour finir, évidemment, j'aimerais vous amener aussi vers d'autres planètes. Donc, tout d'abord, Mercure, c'est une planète tellurique. Et, Mercure a un champ magnétique qui s'approche du champ magnétique de la Terre. On ne connaît pas tout, mais on a la chance d'avoir la mission Bepi Colombo qui est partie vers Mercure, qui arrivera autour de Mercure en 2025. Il y a un petit magnétomètre qui va faire des mesures de champ magnétique et j'espère que je pourrai vous dire plus. Et évidemment, je ne peux pas finir sans vous montrer cette image de Mars. Mars nous fascine, Mars nous intrigue et Mars a aussi un champ magnétique qui est complètement différent du champ magnétique terrestre parce qu'il n'y a plus de dynamo. La dynamo martienne est arrêtée et il y a seulement un champ magnétique qui est d'origine lithosphérique, crustale, mais dans des endroits d'environ 40 fois plus importants que le champ magnétique crustal de la Terre. Et puis, vous voyez exactement qu'il y a cette dichotomie aussi dans le champ magnétique entre les terres nord de la planète et les terres sud de la planète. Donc, le champ magnétique nous aide beaucoup à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre planète, dans la lithosphère, dans le noyau liquide de la Terre. C'est une quantité qui est importante parce que ça a toujours attiré l'attention de l'homme depuis des siècles. On essaie toujours de le comprendre, on n'arrive pas à tout comprendre. Et puis le champ magnétique, c'est quelque chose qui nous permet aussi de voyager en dehors de notre planète et voir de notre système planétaire. Et je vous remercie.